Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la table ronde, le télétravail, nouveaux défis pour le DPO et pour les entreprises. Il est vrai qu'à la suite du confinement national l'an dernier et puis ceux qui ont suivi successivement les confinements perlés, la mise en place du télétravail qui a été obligatoire est devenue pour certains un recours régulier, voire même une norme. Toutefois, beaucoup de choses ont changé. Donc ici, sur cette table ronde, nous allons avoir l'occasion de faire un retour d'expérience et de voir un petit peu les bonnes pratiques que l'on peut conserver à la suite de tous ces chamboulements. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Fabien Crozet, président de DPO Consulting Occitanie. Bonjour, donc, je me présente, donc c'est ça. Voilà. Donc je suis Fabien Crozet, donc je dirige un cabinet de conseil sur la région Occitanie qui s'appelle DPO Consulting. Donc on accompagne les entreprises sur ce sujet de mise en conformité au RGPD. Donc c'est un sujet qui revient sur le sujet du télétravail, comme on va en discuter. Donc on accompagne sur le point de vue technique, juridique et organisationnel. Voilà. Organisationnel, ça va prendre tout son sens dans les discussions qu'on va avoir justement par la suite. Voilà. Merci Fabien. Madame Amélie Cagnier, consultante en informatique et membre de la commission sécurité. Bonjour, enchantée. Donc oui, mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt de me positionner en tant que personne qui a accompagné des structures dans la construction de ce qu'on va appeler la cartographie, la mise en place d'outils. Pour mon expérience, j'ai été 3 ans de DPO d'un grand groupe d'Occitanie qui avait une forte croissance au moment où la norme et le règlement est sorti. Donc j'ai vécu cette mise en place complexe du début. Et puis donc maintenant, depuis 2 ans, je suis effectivement en freelance et donc je mets mon expertise à disposition de sociétés de taille plus petite pour justement les aider dans ces marches et dans ces paliers à passer qui sont souvent complexes et voilà, avec énormément de méandres, notamment sur les outils, les conséquences, les accès, où sont les données. Donc voilà, j'interviendrai sur ces sujets-là et notamment l'accompagnement des services supports qui ont été extrêmement chamboulés pendant le confinement. Il y avait certains services qui étaient déjà habitués à faire du distanciel, comme les services commerciaux. Mais voilà, dès qu'on est rentré dans des services de RH ou de compta, ben là, grosse problématique de comment d'un coup tout le monde est à distance et on arrive à continuer à travailler. Et aujourd'hui, comment on arrive à pérenniser cette installation du télétravail au quotidien. Merci. Monsieur Xavier Poignon, responsable marketing domaine cybersécurité, marketing SFR Business. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, j'interviens dans tout ce qui est constitution des offres de cybersécurité que l'on peut proposer donc aux entreprises, de toute taille évidemment, de la toute petite aux grandes entreprises. Et donc je m'appuie à comprendre les besoins, les évolutions des usages des entreprises pour toujours leur apporter des solutions pour garantir leur cybersécurité. Et donc dans cette table ronde, j'apporterai cette vision ou cette partage d'expérience sur l'implémentation technique des solutions de sécurité autour du télétravail. Voilà, et moi-même, je suis Alexandrine Pantz, je suis avocate au barreau de Toulouse depuis plus de 15 ans et j'ai un cabinet qui intervient exclusivement dans les domaines de la propriété intellectuelle, du droit du numérique et des données personnelles. Et je suis membre de la commission sécurité informatique de la Mêlée depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, donc les présentations sont faites. On va un petit peu reposer le cadre de qu'est-ce que le télétravail en entreprise. En fait, le télétravail, avant qu'il ne soit une norme obligatoire l'an dernier, en mars 2020, on avait un télétravail qui était très occasionnel et qui était souvent à la demande des salariés et non pas de l'employeur. Du coup, ce qui avait été prévu par la loi et qui a peut-être vocation à évoluer, on verra, c'est d'abord la mise en place par des accords collectifs ou dans le cadre élaboré par l'employeur avec avis du CSE s'il y en existait un. Sinon, c'était pour des entreprises de taille plus petite, des TPE, des accords dans le cadre du contrat de travail, d'aménagement du poste de travail. Alors, que devait prévoir ce type d'accord ? Donc, on va voir que c'est un petit peu éloigné de notre sujet, puisque ça devait prévoir les types de postes éligibles au télétravail, les conditions de passage en télétravail, c'est-à-dire est-ce que ce sont des jours fixes ou bien, comme à Paris, des jours de pic de pollution ?
Est-ce que c'est un télétravail imposé ou à la libre disposition du salarié qui va opter un jour dans la semaine ou un jour par mois pour la mise en place de ce dispositif? Un mode de temps de contrôle du travail et des déterminations de plage horaire. Ce qu'on connaissait un petit peu pour parler de cyber, c'était le droit à la déconnexion qui permettait effectivement pour le salarié de dire qu'au-delà d'un certain un horaire dans la semaine ou bien d'un certain, que ce soit le week-end, on avait le droit de ne pas regarder ses mails. Aujourd'hui, avec le confinement, les choses ont évolué. On a vu qu'on pouvait travailler de chez soi tous les jours de la semaine, samedi, dimanche compris. Et effectivement, on a vu que ces normes-là n'étaient pas suffisamment précises. On a été confronté à des questionnements. Comment faire quand on n'est pas disponible immédiatement à 9h du matin parce qu'on doit faire l'école à la maison? Comment doit-on faire parce qu'on n'a pas suffisamment de matériel? Comment faire parce qu'on n'a pas les bons mots de passe pour accéder au bon cloud, pour avoir le bon document pour travailler? Donc toutes ces questions-là, elles ont été résolues de gré ou de force puisque le télétravail a été la norme pour tout le monde pendant plus de 3 mois. Donc, monsieur Fabien Crozet, je vais vous donner la parole. Excusez-moi, je retourne un petit peu mes papiers. Donc, quel est ce cadre légal du télétravail par rapport, en fait, on va dire, aux aspects cyber? Quel cadre juridique faut-il mettre en place pour gérer l'ensemble de ces sujets sous l'angle un petit peu plus cyber? Mise à disposition des outils informatiques, l'accès aux data, Internet, etc. Oui. Donc déjà, ce serait pas mal de définir ce que c'est que le DPO, parce qu'il est dans le titre, en fait. Hein, c'est le Data Protection Officer, le délégué à la protection des données, en fait, hein, qui est le chef d'orchestre. Et ça, c'est un mot important, le chef d'orchestre, parce qu'en fait, comme un vrai chef d'orchestre, avec son orchestre philharmonique, en fait, le DPO est là pour faire suivre une partition à l'ensemble des métiers qui sont dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas le DPO qui va faire de la percussion, qui va souffler dans le saxophone ou ce genre de choses. En entreprise, c'est pareil. La partition, c'est ce que le règlement européen, le RGPD, hein, donc qui est mis en place pour la conformité des entreprises sur ce sujet-là. Et donc sur la question du télétravail, effectivement, comme le disait Alexandrine, le télétravail s'est imposé. Hein, c'est devenu effectivement la norme. C'est devenu un mode d'organisation, voire de réorganisation parfois même du travail, parce que il fallait assurer la continuité d'activité d'une entreprise, par exemple. Il fallait assurer la sécurité des salariés. Donc effectivement, le chef d'orchestre, qui est le DPO, finalement, dans une entreprise, il a dû faire le lien entre les métiers, notamment, par exemple, les ressources humaines, les fonctions support, les fonctions administratives, les fonctions techniques, évidemment, tout ce qui est informatique. Donc le DPO, effectivement, il devait veiller à ce que les informations concernant le salarié devaient être traitées de manière adéquate, et notamment, comme le disait Alexandrine à l'instant, le contrôle, par exemple, du temps de travail du salarié quand il est chez lui. Comment le faire de manière, on va dire, respectueuse et éthique. C'est-à-dire que l'employeur, il doit mettre en place, en fait, des accords avec ses salariés, avec les instances représentatives du personnel également, pour mettre en place, en fait, un mode de télétravail. C'est-à-dire que l'employeur a des obligations quand même, hein. Il doit fournir des outils, il doit fournir des possibilités à ses salariés de travailler, mais en même temps, le salarié doit lui-même aussi respecter les recommandations de l'employeur. Et sur la surveillance justement du temps de travail, en fait, l'employeur n'a pas le droit, il n'a pas le droit de surveiller de manière intensive, par exemple avec contrôle de ce qui est tapé sur le clavier, ou bien des captures d'images ponctuelles de la caméra pour vérifier que le salarié est bien là. C'est plutôt de mettre en place des procédures qui sont plus simples, par exemple sous forme de checklist. C'est-à-dire que le salarié, il va suivre peut-être une checklist dans la journée, et l'employeur va pouvoir effectivement voir si l'activité est faite. Donc ce DPO-là, il est là pour effectivement veiller un petit peu à ce que le traitement des données des salariés soit respectueux de ce règlement.
Avec peut-être un cadre un peu juridique dans les chartes informatiques, est-ce qu'elles ont évolué? Voilà, effectivement. Donc, effectivement, les chartes informatiques, c'est un document central, effectivement, qui a dû et qui devrait, même parce que ça n'a pas toujours été le cas, être adapté sur la question du télétravail, notamment sur le fait que l'employeur a cette obligation de fournir des outils, quand même, des moyens à ses salariés pour qu'ils puissent travailler à distance. Donc, effectivement, la charte informatique, elle va mettre l'accent sur des volets sécurité, de faire en sorte que le salarié de chez lui doit aussi respecter ce que demande l'employeur, notamment sur le fait de sécuriser éventuellement son réseau à la maison, peut-être en changeant un mot de passe de sa box, par exemple, un peu plus robuste, d'utiliser les outils mis à disposition par l'employeur, des VPN, des outils de connexion à distance, par exemple. Donc effectivement, c'est ce cadre qui peut être mis en place au travers d'une charte informatique, mais également au travers de ce qu'on appelle aussi une charte RH, par exemple. C'est quelque chose qui se fait assez souvent, une charte à destination des salariés qui est proposée par l'entreprise, qui va reprendre plein de sujets. Il y a plein de sujets dans une charte RH, mais sur le volet du télétravail, effectivement, on peut rajouter des éléments sur le confort de travail, tout en étant respectueux de la vie privée aussi, parce que c'est le droit à la déconnexion, le droit aussi d'avoir une vie de famille malgré tout, mais en même temps de devoir faire son travail. Voilà, parce que le salarié, ça repose vraiment sur une relation de confiance, finalement, avec l'entreprise. Donc la charte, ça peut aider à ça. Tout à fait, à mettre finalement avec des mots sur les usages attendus par les uns, les droits des salariés et ses obligations dans un périmètre clair. Du coup, de nombreux services avaient déjà expérimenté le télétravail, mais c'est vrai que ce qu'on appelle les services supports, papier tampon, signature avec un stylo, ont été dématérialisés en quelques heures. Comment ça s'est passé concrètement, Amélie, par rapport à tout ça ? Alors, on avait l'habitude, dans certains services, d'avoir déjà informatisé, on connaît tous les ERP, les CRM, sur des populations qui étaient déjà nomades, donc on cite souvent les commerciaux. Donc là, finalement, les changements ont été assez simples. Et voilà, il y a eu quelques adaptations, bien sûr, mais des changements assez simples. Par contre, des gros bouleversements ont été sur des services supports. Des services RH ou des services compta avec 2-3 personnes qui étaient toujours proches du DG, avec extrêmement de papier pour distribuer les chèques resto, les validations des factures fournisseurs. Voilà. Donc toutes ces tâches-là, il y a eu un gros boom de besoins. Donc la première phase a été de trouver souvent des outils, passer par le cloud. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu aussi un énorme engouement pour plein de nouveaux logiciels, de visio, d'agenda en ligne. Voilà, vous en avez un certain nombre. Ce qui fait que du coup, ça devient contraignant puisque c'est un peu la jungle de faire les filtres là-dedans. Donc souvent, un accompagnement permet de trier pour avoir le meilleur outil adapté. Donc il y a eu cette première étape de trouver comment mettre en place ce genre de choses. Et puis en fait, on se rend compte que maintenant que c'est installé dans la longueur, les outils qu'on a mis ou les astuces qu'on a trouvées de fabriquer un cloud, de s'échanger des messages autrement, de mettre de la visio, et finalement, il faut que ça se pérennise et on va les utiliser sur du long terme. Donc cet engouement qui a été bénéfique au début, qui risque de s'essouffler, c'est là où il y a un gros travail à faire de maintenabilité de ces espaces et de ces solutions, parce que faire de la visio, il y avait un côté un peu ludique et qui maintenant peut devenir dangereux. On parle des burn-out et des problématiques des salariés qui sont trop à distance. Donc voilà, il y a ce mix maintenant avec le distanciel et le présentiel qu'il faut aussi pouvoir gérer avec ces outils. Donc les gros challenges ont été de trouver où mettre le curseur en fonction de chaque structure, en fonction de l'appétence des salariés, avec sur ces services supports dont on parlait, des gros enjeux sur les données personnelles, puisque le service RH, on sait qu'il y a les salaires, il y a effectivement énormément de données sur l'ensemble de la structure. Au niveau des services compta, il y a tous les coordonnées des fournisseurs, des prestataires, des clients, donc de gros impacts au niveau du RGPD et du DPO. Et donc là, l'enjeu pour le DPO était d'essayer de garder le contrôle dans tous ces outils. Donc le côté très bénéfique, c'est que finalement,
des outils informatiques qui sont compliance. C'est là où je vous incite aussi à regarder un petit peu quand vous cherchez des partenaires et des outils, à creuser si, voilà, où ils en sont dans leur transparence d'utilisation, où sont leurs data centers par exemple. Souvent dans les conditions générales de vente, ils rajoutent effectivement des clauses qui sont propres au RGPD et au respect de cette réglementation. Donc n'hésitez pas à creuser quand vous cherchez vous-même des outils ou des partenaires. Et donc une fois que ces outils sont en place, le gros objectif du DPO et des personnes bien sûr en charge de contrôler cette organisation, c'est de garder un visuel. Donc on va parler là du gros travail de mettre à jour la cartographie. C'était un des éléments clés du RGPD, de dessiner la cartographie de ces outils et de ces flux de données internes. Donc quand toutes les données RH et toutes les données compta étaient dans les archives, dans le bureau fermé à clé, finalement c'était assez simple de contrôler les accès. Sauf que maintenant qu'elles sont dans le cloud et qu'elles transitent entre plusieurs partenaires qui, certains font les payes, certains font les tickets resto, certains font les notes de frais, on se retrouve avec un écosystème qui a explosé, qui certes est normalement sécurisé, mais dans lequel il faut garder, je reprends ce terme, de garder le contrôle de qui a les accès, qui sont les administrateurs, est-ce que les partenaires que vous avez choisis n'ont pas eux-mêmes des sous-traitants qui font que les données elles se retrouvent démultipliées sur le cloud par exemple. Donc un gros enjeu maintenant de garder le contrôle et d'essayer de se poser un petit peu sur cette situation, sur les nouveaux outils qui ont été mis en place. Et on y reviendra peut-être après, mais voilà, de mettre à jour sa carto qui fait partie des éléments indispensables de votre RGPD compliance. Merci Amélie pour ce retour d'expérience. Xavier, vous avez vu cet éparpillement des salariés de manière géographique et donc numérique sous l'angle plus cyber. Comment vous l'avez vécu? Bien équipé, mal équipé? Comment ça s'est passé? Alors ça va dépendre de chaque entreprise, évidemment. Il y en a certaines qui avaient déjà initié peut-être le télétravail avant la pandémie, donc ils avaient déjà un peu goûté et organisé les choses. Et puis il y en a beaucoup d'entreprises qui malheureusement ont subi les choses. Quand en mars 2020, il a fallu mettre des centaines ou des milliers d'employés directement à la maison pour pouvoir travailler. C'était une sacrée organisation à monter en place. Il y a eu des étapes par rapport à cette mise en sécurité? Alors des étapes, ça peut être déjà, oui, il faut peut-être adapter aussi les outils qui existaient. J'ai des exemples croisés où on voyait des entreprises qui avaient que des postes fixes qui étaient dans l'enceinte de l'entreprise, et pour pouvoir permettre aux salariés de télétravailler depuis chez lui, forcément, il a fallu soit acheter des myriades de PC portables et ensuite les faire livrer aux salariés puisqu'il n'avait pas forcément la possibilité de venir. Il y a eu des trafics d'écrans aussi qui circulaient pour que le télétravailleur puisse avoir un matériel convenable à la maison et pas simplement un petit écran, surtout pour des métiers où il y a besoin d'avoir de l'espace pour travailler. Et évidemment, il a fallu sécuriser tout cela, parce que le PC, les données ne sont plus dans l'enceinte de l'entreprise, protégées, logiquement, et donc il y a tout un ensemble à activer pour assurer une sécurité pour ce mode de télétravail. Alors on peut rentrer un peu dans le détail si vous voulez. Si vous voulez, oui. Alors pour très schématiser les choses, il faut voir à peu près qu'il y a trois phases ou trois étapes sur une chaîne qui part du poste de travail jusqu'à l'application. Donc dans un premier temps, il faut se préoccuper du poste de travail en lui-même. Alors le poste de travail, c'est le PC portable qu'on pense souvent, mais il ne faut pas oublier le mobile, puisque quand on est à la maison, mobile ou tablette, vous citiez des exemples d'usage tout à l'heure, c'est très facile lorsqu'on a juste un mail à checker ou lorsqu'on veut vite donner une réponse, démarrer le PC, ça peut être un peu lourd, donc on est tenté d'utiliser son smartphone. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a des données de l'entreprise, le mail, un document à consulter qui va arriver sur ce terminal, et donc ça ouvre un nouvel enjeu de sécurité, puisqu'on a une donnée qui est sur un terminal, est-ce qu'on le maîtrise, est-ce qu'on ne le maîtrise pas. Donc il faut maîtriser les terminaux des employés qui sont en télétravail, donc là il y a des logiciels, des antivirus, des choses plus évoluées qui permettent de contrôler tout ce qui se passe sur le PC, sur le terminal. Ensuite, la deuxième étape, deuxième évolution de la chaîne, c'est de connecter ces terminals jusqu'à l'entreprise. Donc là, on traverse Internet généralement, puisque l'employé il est sur sa box à la maison. Donc il faut monter ces tunnels chiffrés, le fameux terme VPN. C'est indispensable parce que là, on est quand même exposé à ce que des données soient interceptées par des pirates qui auraient pu prendre le contrôle d'un des maillons de la chaîne. Et puis la dernière étape, c'est l'arrivée au niveau de l'application. Alors là, il y a deux possibilités. Soit l'application que consulte le télétravailleur, elle est encore dans l'entreprise,
Donc là, il faut mettre tout le frontal de protection de cette application-là. Et comme tu l'évoquais, de plus en plus, et ça le télétravail a fait aussi les bonnes heures du cloud, eh bien de plus en plus des applications sont parties dans le cloud parce que tellement simple le cloud, tellement facile à adopter, connectable à tout moment, de n'importe quel endroit, facile d'activer 5000 utilisateurs supplémentaires dans une application dans le cloud. Ça fait les beaux jours de nos amis producteurs d'applications dans le cloud. Et donc là, c'est différent. Il y a d'autres technologies de sécurité pour pouvoir s'assurer que les utilisateurs qui se connectent, ces collaborateurs qui se connectent donc dans ces applications dans le cloud, ce sont bien les bons. Et donc là, on travaille au niveau de plus loin que simplement le logging password, qui est un petit peu faible aujourd'hui. On a des technologies qui permettent d'aller plus loin et de pouvoir suivre ce télétravailleur où qu'il se trouve. Et on en parlera après, que ça va pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives d'organisation plus tard dans l'entreprise. Merci Xavier pour ce beau retour d'expérience également. Fabien, du coup, on voit que les usages ont été vraiment multiples et challengés au niveau de la mise en pratique du RGPD. Comment le DPO peut superviser ou monter en compétence face à tous ces nouveaux usages ? Alors la montée en compétence du DPO, de toute façon déjà le DPO, effectivement, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même un profil un peu particulier, c'est un chef d'orchestre, donc ça veut dire qu'il doit être capable d'endosser un rôle, on va dire, juridique pour les aspects réglementaires, juridiques, etc., mais également technique. Donc il doit travailler de concert avec les services informatiques, comprendre un peu, faire parfois même des recommandations si besoin n'est, et puis organisationnel, parce qu'il doit aussi mettre en œuvre certaines choses dans ce cadre-là. Et donc parmi ces choses-là, justement, comme on discutait de tous ces outils techniques, ces mises en place, en fait, ce qui est un des rôles importants du DPO, par exemple, ça va être de sensibiliser les salariés, justement. C'est-à-dire de faire en sorte, que ce soit au travers d'une charte ou ce que vous voulez, il y a également peut-être une sensibilisation des salariés sur les aspects cyber, sur les aspects usage, qui est très important aussi. Donc, effectivement, ce DPO, il doit monter peut-être en compétences, en se formant peut-être à la cybersécurité pour certains d'entre eux, si besoin est, pour pouvoir répondre justement à des questionnements, des choses comme ça. Merci Fabien. Du coup, cette montée en compétence s'accompagne sur le long terme ou sur le moyen terme ou très rapidement avec un renouvellement de la cartographie, si j'ai bien compris, ou en tout cas une adaptation, une mise à jour de cette cartographie par rapport... en fait, si je peux résumer les choses comme ça, avant, la conformité, c'était quelque chose de plutôt lointain pour les salariés, de plutôt théorique pour le chef d'entreprise et peut-être beaucoup de documents juridiques, mais elle n'était pas confrontée à une vraie réalité. Et là, on se retrouve confronté à une vraie réalité. Tout est dématérialisé, les enjeux cyber. Et finalement, on se rend compte que ce qui était théorique devient un outil du quotidien, comme la cartographie. Oui, alors si on reprend cet exemple, qui fait très bien aussi la passerelle avec la sensibilisation des collaborateurs, c'est vrai que la problématique, on a vu que cet engouement pour les outils et pour le cloud a fait le bonheur des attaques web, avec, qui ont fait la une de tous les journaux. Donc un fort enjeu pour cette cartographie d'arriver notamment à être dessinée, mais ça, à la limite, si c'est que le DPO qui l'a fait de son côté, ça n'a pas tellement de valeur. Donc l'intérêt de la cartographie, c'est d'en profiter pour aider à la sensibilisation des collaborateurs. Et comme c'est souvent des outils visuels, qui sont des schémas organisationnels pour dire quels sont les différents socles installés, qui a les accès, quels sont les flux de données qui peuvent transiter entre l'outil de paye et l'outil des notes de frais, par exemple. Donc le fait de se poser et de dessiner ces schémas, déjà, c'est très bien pour les utilisateurs qui ont eux-mêmes leurs données à l'intérieur, pour bien comprendre qui va où et qui a accès à quoi. Et en même temps, c'est des choses très visuelles qui, en termes de sensibilisation des collaborateurs, peuvent provoquer des effets, ce qu'on appelle des effets waouh, en disant « Ah ben oui, effectivement, on ne s'était pas rendu compte, mais là, aujourd'hui, dans la structure, on a peut-être 15 logiciels et 15 outils qui chacun ont potentiellement une faille ou sont ouverts pour communiquer avec les uns et avec les autres. » Donc cette complexité de création, elle peut devenir un outil ou une astuce en interne pour la fabriquer de façon collégiale avec les différents services, bien sûr informatiques, mais surtout les gens métiers, pour que chacun comprenne quel est son niveau d'impact, quel est son niveau d'accès, quelles sont les données qui vont passer entre ses mains et du coup une prise de conscience aussi de la responsabilité de chacun au niveau de chaque étape.
Après, j'avais peut-être un petit conseil aussi à donner, c'est que souvent ces étapes, elles sont lourdes, notamment dans le maintien. On l'a vu que souvent les cartos avaient été faites il y a 2 ans, au moment de la sortie, ou même 3, au moment de la sortie du règlement européen du RGPD. Et donc là, on l'avait un petit peu mise de côté en disant c'est bon, j'ai déjà montré patte blanche et je suis conforme à ce que demande la CNIL. Donc là, il a fallu remettre une couche pour remettre à jour cette carto. Et en fait, on se rend compte que dans le quotidien, c'est compliqué à maintenir et à garder de l'éveil. C'est-à-dire que dès qu'on va faire un petit changement, on va peut-être pas forcément ressortir ce fameux schéma des placards. Donc, une des astuces que je pourrais vous donner, c'est peut-être de le grouper avec et de l'inclure dans des révisions périodiques. Par exemple, quand il y a des comités ou quand il y a des revues de process. Alors, dans les grands groupes que j'avais accompagnés, on l'avait notamment dupliqué avec la norme ISO 9001, qui est une norme qui permet régulièrement d'avoir des audits externes ou internes et qui force à se reposer régulièrement des questions de comment fonctionne le process, qui fait quoi. Et du coup, de mettre la carto des outils à l'intérieur de ces schémas permet de régulièrement y revenir et de se reposer la question, ben voilà, il y a un salarié qui est parti, est-ce qu'on a bien fermé les accès? Est-ce qu'on a bien redonné ce qu'il fallait à une autre personne? Alors souvent ça c'est fait, mais fermer les accès c'est moins bien fait. Voilà, donc du coup de trouver une dynamique dans votre structure qui fait que cette carto, elle soit très visuelle, elle soit construite main dans la main avec les différents informaticiens, mais aussi gens du métier, puisque c'est eux qui doivent être conscients des choses qu'ils manipulent et de l'impact qu'ils ont quand ils poussent un fichier ou ils mettent une donnée. Et donc de trouver aussi un système qui fait que régulièrement, vous allez pouvoir faire des mises à jour et vous allez pouvoir la maintenir. Voilà, ça c'est un des objectifs qui maintenant est devant nous et qu'il faut arriver à combler. Merci. C'est très instructif. Donc effectivement, cette cartographie qui passe de la théorie à la pratique, à un outil vraiment de conformité, à un outil du quotidien. On peut voir son prolongement finalement dans les outils cyber, peut-être de sécurité. Xavier ? Sur la cartographie, à proprement dit Non, en général, quels sont les outils du coup qui étaient vraiment utilisés, dont vous parliez tout à l'heure, sur finalement quelles bonnes pratiques ont été conservées par rapport à tout ça? Oui, alors ce qu'on peut voir aussi, ou que la recommandation qu'on peut donner dans le rôle du DPO, je pense, justement dans l'implémentation de tous ces outils, c'est, alors déjà dans un premier temps, il a fallu aller vite lorsqu'il a fallu les mettre en œuvre, parce que ça s'est déclenché très vite. Donc on a trouvé des solutions, on espère le plus rapidement possible. On a, je l'espère, intégré la sécurité dans les aspects organisationnels à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est plus dans cette phase où il faut stabiliser les choses. Parce que ça va durer dans le long terme. C'est ce qu'on a dit, ça va s'instaurer dans le long terme. Après, dans le choix de ces outils, il est important aussi, ça c'est pour avoir toujours l'adhésion des utilisateurs, on dit qu'il ne faut pas il faut pas rajouter des contraintes à l'utilisateur à cause de la sécurité. Je parlais un peu des mots de passe. Si c'est contraignant de se connecter en permanence à toutes les applications dans la journée, au bout d'un moment, l'utilisateur, il va rejeter ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit il va se mettre à utiliser un outil personnel, un terminal personnel. Et donc là, on se retrouve avec un nouveau sujet de sécurité à utiliser. Et puis si les outils qu'on lui met à disposition sont pas pratiques, on parlait de la visioconférence, si c'est une usine à gaz à utiliser tous les jours, eh ben, on a vu beaucoup d'entreprises, ou de collaborateurs, pardon, tourner encore une fois vers les stars du cloud, les Zoom et compagnie, qui sont tellement plus pratiques que des choses un petit peu anciennes qu'on peut trouver dans certaines entreprises. Et donc là, c'est un nouveau sujet pour le DPO ou le RSSI de devoir gérer ça. Alors il y a des termes un peu barbares qu'on parle de shadow IT, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur ou le métier qui va chercher sa propre informatique. Et là, on ne contrôle plus rien. Donc, ça rajoute des contraintes à gérer ça. Donc, toujours bien penser à ne pas mettre une sécurité contraignante à l'utilisateur. Sinon, il va trouver une autre solution lui-même. Et identique pour des outils qui ne seraient pas pratiques. Et donc finalement, la sécurité n'est plus assurée. Trop de sécurité. Alors, trop de sécurité tue la sécurité, vous voyez, ou disons tue l'usage et vous avez des nouveaux problèmes qui apparaissent. Et alors là, pour le DPO, c'est un nouvel enjeu. Et on parlait beaucoup des applications dans le cloud. Tu l'as cité, hein, le cloud, il y a plein de questions qui se posent. Les données sont dans ce nuage, mais où sont-elles? Sont-elles en Europe? Sont-elles à l'étranger? Sujet RGPD qui rentre immédiatement en compte. Donc voilà, il faut vraiment contrôler tout ça. Il faut bien suivre ce que font les utilisateurs pour pas qu'il y ait de la dérive. Ouais.
Très bien. Et du coup, cette dérive, elle peut être prévenue par la sensibilisation au risque cyber, c'est-à-dire au hameçonnage, etc. Tout à fait. Ça fait partie effectivement de la sensibilisation qui doit être faite, hein, de ces risques de hameçonnage, ces risques d'attaque, hein, tout simplement au sens large. Hein. Et c'est pour ça que lorsqu'on adopte de nouveaux outils, de nouveaux usages, comme l'a souligné Xavier, il est important de bien choisir les outils, justement. C'est-à-dire qu'un des rôles du DPO, du délégué à la protection des données, c'est d'aider l'IT, d'aider les métiers à bien choisir les outils, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue juridique également. Hein, parce qu'il y a des contrats qui peuvent être liés à l'utilisation d'un outil, d'un prestataire, d'un sous-traitant au sens large. Effectivement, la question du contrat, Alexandrine, pour vous en faire tout un séminaire là-dessus, effectivement, il y a des choses importantes, des choses vigilantes sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Parce qu'un contrat, effectivement, on le lit pas souvent, on le lit très peu, on le lit en diagonale, les CGU, les CGV, voilà, à droite, à gauche. En fait, on se rend compte que c'est important quand il y a un vrai problème, quand il y a une violation de données, une cyberattaque, etc. Donc on se retrouve dans des situations, l'entreprise se trouve dans des situations plutôt délicates, le salarié aussi, par force, hein, s'il n'a pas respecté certaines choses. Donc effectivement, le contrat peut débloquer certaines situations, effectivement, de savoir qui fait quoi, qui est responsable en cas de... si vous utilisez un outil dans le cloud et que vos données personnelles ou les données concernant l'entreprise se volatilisent, qui est responsable, par exemple, ce genre de choses. Donc effectivement, la sensibilisation a un rôle important, effectivement, les usages, les outils, etc. Très bien. Donc si je résume, en fait, l'outil principal finalement logiciel n'est pas forcément sur l'ergonomie du logiciel. C'est pas là qu'il faut regarder. C'est aussi le contrat. C'est aussi finalement où sont stockées les données derrière. Comment on va gérer les mots de passe. J'aimerais bien revenir, je fais peut-être des associations d'idées, vers justement cette gestion des mots de passe pour faire part de mon expérience. On est un cabinet très numérisé, très digital. On n'a pas eu de difficulté à passer effectivement en mode télétravail en quelques heures, si ce n'est récupérer quelques ordinateurs comme tout le monde. Mais finalement, on s'est retrouvé confronté à deux sujets, je ne sais pas qui va pouvoir y répondre, c'était la mise en sécurité correcte de ces ordinateurs alors qu'on n'avait pas le droit de se déplacer physiquement, donc avec des heures au téléphone à expliquer clic à droite, clic à gauche, mets à jour tel logiciel, ce qui n'était pas évident. Et la deuxième chose, c'était la multiplication effectivement de ces outils liés à des mots de passe. Là où avant, comme et ça a été rappelé, on avait une armoire, une clé et on voyait qui venait ouvrir cette armoire et toucher cette clé. Là, on était obligé finalement, parce qu'il y avait quelque chose de transverse et dans la précipitation, de stocker toutes les données dans les mêmes endroits, dans les mêmes clouds, avec un mot de passe général et un problème de granularité dans la gestion des accès. Et ça, effectivement, ça a été, en tout cas chez nous, une source de questionnement et de mise en œuvre un petit peu complexe de temps en temps. Alors si oui, je peux répondre sur la partie peut-être des outils. Effectivement, empiler des outils, trouver des outils, surtout quand il y en a un panel très large sur le marché, ça semble assez facile. Une des astuces, c'est l'interconnexion. C'est-à-dire que quand vous prenez un partenaire, souvent, il vous livre son système autonome. Hein, sauf que nous, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est éviter de ressaisir 3 fois le mot de passe. Donc, il y a des technologies, peut-être je redonnerai la main à Xavier sur ces technologies d'utilisation des logins AD, par exemple, pour éviter que les mots de passe soient en mode manuel, avec des post-it partout sur les bureaux, avec tous les mots de passe de tous les applis affichés sur l'écran. Donc ça, effectivement, c'est à bannir. Et donc, plus vous allez trouver des outils qui vont eux-mêmes être connectés intelligemment pour récupérer du SSO, par exemple, enfin, tous ces termes-là où je demanderai à Xavier des éclaircissements d'un point de vue technique. Mais l'enjeu, c'est de diminuer les saisies de multiples mots de passe dans les multiples outils et d'arriver à faire une sélection fine sur les ouvertures qui peuvent se faire de façon informatisée et intelligente pour sécuriser et faciliter aussi la compréhension et le rappel de ces énièmes mots de passe qui sont demandés aux différents salariés. Donc des outils, oui, mais s'ils peuvent être ouverts de façon intelligente pour pouvoir s'interconnecter les uns les autres, par exemple,
tout l'outil RH, on saisit qu'une seule fois le salarié, et après, dans la partie notes de frais, dans la partie des congés, des agendas, tout déroule et tout découle. Ça évite d'avoir 50 mots de passe, et les passerelles de sécurité sont faites de façon intelligente entre les différents supports. Donc peut-être Xavier, si tu peux expliquer le SSO. Tout à fait. Alors le terme anglais single sign-on, donc c'est tout à fait ça. C'est le principe que pour faciliter l'expérience utilisateur, pour éviter de retenir plein de mots de passe et de simplifier la vie de l'utilisateur pendant toute sa journée, on va lui demander en début de la journée de s'authentifier. Une fois qu'on est sûr que c'est le bon, il va garder son crédit pendant toute la journée. Et puis, s'il navigue entre plusieurs applications, à condition qu'elles soient tous connectées au même principe de SSO, eh bien, on va pouvoir lui permettre d'y accéder sans couture. Voilà. Pour compléter la partie password, parce que password, logging, password, aujourd'hui, on considère que c'est assez dépassé. L'histoire des post-it, c'est assez anecdotique, mais ça se vole aussi assez facilement, un logging password. On parlait du hameçonnage en français, du phishing. Beaucoup d'employés, malheureusement, parce que manque de sensibilisation, tombent dans des pièges et se font avoir et fournissent sans s'en rendre compte un logging password parce qu'on leur a affiché une fausse page Microsoft et ils tombent dans le piège. Et donc justement, là aujourd'hui, il y a des technologies qui se sont développées. On les utilise même tous les jours avec notre banque ou lorsqu'on se connecte chez Google. C'est la double authentification ou l'authentification renforcée. C'est-à-dire que quand l'utilisateur le matin va se connecter, on ne va pas simplement lui demander son logging password, on va demander une troisième information pour être sûr que c'est le bon. Alors c'est son mobile qui peut lui fournir, ça peut être son empreinte digitale, ça peut être une petite clé qui vous génère des codes. Je pense que vous avez déjà vu ça quelque part. Et donc là, on est sur de l'authentification renforcée. Et là, vous êtes sûr que c'est bien votre collaborateur qui va se connecter. Puis après, avec le SSO, il pourra naviguer entre toutes ces applications pour tout le reste de la journée. Donc ce SSO, c'est un logiciel qui a, j'imagine, une norme 27001 et qui va stocker des mots de passe, soit en local, soit hébergé dans le cloud. Ou comment, parce que du coup, pour revenir sur ce que disait Fabien, il faut que les contrats, les contrats de vente, les CGV soient conformes au RGPD. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pris en compte finalement dans la cyber quand on implémente de façon concrète Alors oui, là, on n'a pas le choix. Ça, le RGPD, on est obligé, sinon dans cette lecture de contrat, de revue Alors oui, ça fait partie des rôles. On le vit, nous, dans le développement de toutes nos offres aussi. À chaque fois qu'aujourd'hui, on parle du security by design, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une entreprise développe un de ses nouveaux logiciels, un de ses nouveaux parcours, un de ses nouveaux process, il faut que dès la première réunion, le sujet sécurité soit pris en compte. Et c'est là où le DPO arrive en disant « vous m'oubliez pas, il faut qu'on réfléchisse RGPD dès la création de n'importe quelle nouvelle création dans une entreprise ». Et ça fait toutes les étapes jusqu'à la fin où le DPO peut donner son tampon avec donc les réglementations RGPD, ce qu'impose la règle RGPD. Donc dès qu'il y a une donnée personnelle, évidemment, ça prend des proportions très importantes. Si en plus elle est dans un cloud, eh bien évidemment, tous les fournisseurs sont immédiatement analysés. Dès qu'il y a des sous-traitants aussi, il faut les regarder, vous l'aviez évoqué. Donc oui, c'est natif maintenant, on n'a pas le choix. Sinon, le jour où on découvrira qu'une donnée personnelle est mal gérée, mal cartographiée, mal indiquée, vous aurez la CNIL qui va vous tomber dessus et qui va sortir les amendes qui peuvent aller très très rapidement. Il y a plein d'exemples malheureusement qui étaient arrivés dans la presse. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne le télétravail, heureusement, il n'y a pas encore eu d'amende sur ce sujet-là, mais sur d'autres sujets, on est arrivé à des chiffres tels que 100 millions. Voilà, il y a effectivement, puisque c'est 4% du chiffre d'affaires de l'année passée, du N-1, qui est prise pour base de l'amende, ce qui peut être effectivement très élevé dans certains cas. Mais pour prévenir, effectivement, et monter en compétence sur la cartographie, Fabien, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ces expériences, de ces plus de 18 mois qui sont passés en termes de conformité? En fait, ce qu'on peut retenir, c'est toujours du point de vue du DPO, parce que je représente un petit peu ce genre de fonction quelque part, c'est que le rôle du DPO, donc c'est cette histoire de RGPD qui concerne que les données à caractère personnel, d'accord ? Mais en même temps, le rôle du DPO s'est renforcé dans une stratégie data un petit peu plus globale au sein de l'entreprise, parce qu'une entreprise n'a pas seulement des données à caractère personnel, elle a aussi des données stratégiques, elle a des données, c'est la propriété intellectuelle, enfin ce genre de choses. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la cybersécurité concerne les données de l'entreprise au sens large,
y compris les données à caractère personnel. Donc c'est là que, effectivement, le DPO intervient pour ce volet-là, effectivement, pour que les choses soient vigilantes. Au-delà de la cybersecurity by design, c'est le privacy by design, c'est-à-dire de s'assurer que dès la conception d'un nouveau traitement, d'un nouveau projet, pas forcément informatique, hein, on prenne en compte la question de la protection des données à caractère personnel. Donc, ce qui fait que le rôle du DPO est devenu beaucoup plus large finalement. Il s'insère vraiment dans un cadre global de la stratégie de l'entreprise sur la valorisation, sur l'exploitation de ces données personnelles ou pas. Voilà. Merci. Je me tourne maintenant vers Amélie. Quel bilan vous pourriez faire en quelques mots de ces 18 mois de pratique ? Alors, d'un point de vue outils et sécurisation, je dirais que finalement, le confinement et la mise en place du télétravail est un boom hein, de possibilités au niveau des technologies, des outils. Voilà, moi, c'est vrai que j'aime bien parler process et j'aime bien parler organisation aussi dans les structures. Donc, souvent, ça aide, ça guide. Donc, ça, c'est des très bonnes choses. Voilà, après, peut-être que la conclusion, c'est attention, gardez le contrôle de votre carto, de vos données, sensibiliser les collaborateurs. Hein. On dit que, je crois que c'est 80% des failles ou des fuites viennent d'erreurs humaines parce que, voilà, dans le quotidien, dans les tâches récurrentes, et ben, c'est là où on clique sur un lien, où on donne une info, où on fait pas attention, où on supprime des données, ou voilà, donc cette prise de conscience est aussi importante. Donc la sensibilisation de vos équipes est primordiale. Il faut pas y couper et il faut qu'elle reste constante. C'est-à-dire que ça se fait pas en une seule fois et puis après c'est bon, tout le monde est formé, tout le monde a son tampon, tout le monde est apte. Non, il faut, je vous dis, c'est dans le quotidien que l'erreur se crée. Donc c'est aussi dans le quotidien de la sensibilisation que vous devez avoir vos équipes qui restent alertes. Donc voilà, pensez à trouver une organisation interne qui fait que ces questionnements remontent, cette carto est toujours à jour et vos collaborateurs sont toujours alertes sur ces sujets. Merci. Xavier, quel serait votre bilan finalement cyber de ces derniers mois ? Alors le bilan, on pourrait dire que cette mise un peu forcée au télétravail a fait bouger pas mal les organisations, a mis en place de nouveaux usages, de nouvelles pratiques. Forcément, maintenant qu'on revient presque à la vie normale, les employés s'y ont peut-être quand même un peu habitués. Ils ont trouvé quelques intérêts évidemment dans ce télétravail. Donc il va falloir l'inscrire dans le temps. Il va falloir, par exemple, ça peut aussi ça peut amener des bénéfices à l'entreprise. Je parlais des PC portables qu'on a dû acheter pour pouvoir. C'est peut-être des choses qui étaient un peu bloquées historiquement avant la pandémie. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec pas mal d'employés qui ont des PC portables. Donc, on peut peut-être revoir l'organisation de l'entreprise désormais pour être beaucoup plus agile, beaucoup plus nomade grâce à cette évolution. Certains analystes disent que la pandémie a fait gagner 10 ans dans des transformations numériques qui étaient un petit peu molles ou bloquées dans des entreprises. Voilà, on a gagné 10 ans en un an. Donc, ça forcément, l'entreprise s'ouvre au numérique, s'ouvre à l'agilité du numérique, et donc ça va pouvoir révolutionner un peu l'organisation. Donc quand même beaucoup de bénéfices qu'on peut en tirer de cet événement, on va dire. Oui. Voilà. Je vous remercie. Effectivement, on se retrouve avec un bond en avant donc de 10 années, ce que vous venez de dire, qui permet de changer les points de vue. On a quelques questions d'Internet qui arrivent avant de complètement clôturer les débats, et peut-être des questions dans la salle aussi qui vont apparaître. Alors, on nous demande tout d'abord, peut-on avoir les références exactes des normes ISO qui sont citées ? On les mettra effectivement dans les chats, il n'y a pas de souci. C'est la norme ISO 27001 qui est une norme de cybersécurité. On va dire comme ça, sauf si Xavier veut compléter. D'organisation de la cybersécurité, voilà, de bonnes pratiques dans la cybersécurité. Voilà. Il n'existe pas de norme ISO en ce qui concerne le RGPD. Le RGPD, c'est le règlement général concernant la protection des données personnelles qui a été promulgué en 2016 et mis en application, qui est entré en application en 2018. Donc là, effectivement, on vous donnera l'ensemble des textes afférents avec la loi informatique et liberté, qui est la loi française qui existe depuis 1978 et qui a bien entendu été modifiée avec ce règlement, non pas en
en profondeur, mais quand même. On a effectivement plusieurs textes juridiques, mais pas de normes ISO sur le RGPD. Est-ce que ce serait quelque chose, une norme ISO sur le RGPD? Est-ce que ce serait heureux? Bon, je ne pense pas que ce serait forcément un sens, parce que c'est tellement transversal finalement le RGPD. Par contre, sur la 27001, il y a quand même un volet données personnelles qui a été rajouté quand même, qui n'existait pas avant. Donc en fait, c'est un peu complémentaire de cette chose-là. Après, adopter une norme ISO, c'est pas forcément une obligation non plus. Hein. C'est un choix qui peut être stratégique pour une entreprise d'avoir une norme ISO 27000 ou 9000, enfin tout ce que vous voulez. C'est pas une obligation. C'est pas ça qui va faire que vous allez être conforme forcément. Hein. C'est plus la mise en œuvre de bonnes pratiques, de choses comme ça. On peut s'inspirer de la norme, quoi, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Après, peut-être qu'il y aura un jour, ce qu'il n'y a pas encore pour les entreprises, c'est un label ou une certification des entreprises sur le volet RGPD. Ça viendra peut-être un jour. Il commence à y avoir des labels. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet. Oui. Voilà, tout à fait. Il y a des travaux là-dessus. Il y a déjà des certifications de compétences du DPO, par exemple, hein, qui existent. Donc déjà, ça peut être un gage effectivement de confiance de faire appel à un DPO qui est certifié, même si ce n'est pas forcément un gage toujours de compétence. Il faut faire attention à ça. Mais c'est quand même un gage de confiance important. C'est un pas qui est fait. Alors peut-être qu'un jour, il y aura des certifications, peut-être des entreprises, mais je ne sais pas si ça va venir tout de suite, mais ça viendra peut-être un jour, certainement. Juste pour rebondir là-dessus, l'intérêt d'avoir quand même une norme couplée ou potentiellement une personne externe, c'est d'arriver dans un cycle où vous allez avoir ce que je vais appeler des audits externes. Et en fait, ça va vous donner une dynamique qui va vous obliger, alors peut-être ça sera contraint et forcé, mais d'avoir des rendez-vous réguliers imposés par quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui aura une vision de conseil ou complémentaire, et qui permet de rythmer en fait cette relecture et cette couverture des besoins. Donc c'est vrai que moi souvent je conseille quand même, surtout pour des plus grosses structures, de le coupler avec un deuxième label. Alors on a parlé des normes ISO, mais ça peut être aussi une personne externe qui vient faire un audit de sécurité mandaté et que une journée par an ou 2 jours par an, alors à étaler en fonction de demi-journée ou de journée. Mais voilà, ça vous permet de dynamiser cette lecture et surtout d'avoir un œil externe que potentiellement vous pouvez perdre quand vous-même vous avez la tête dans le guidon ou les équipes qui sont trop proches de leur quotidien. Donc voilà, ce rythme-là de visite peut être intéressant pour garder cette dynamique. Merci pour toutes ces précisions. Nous avons une deuxième question qui est un peu plus cyber. Combien d'années avons-nous avant de risquer des hackings massifs facilités grâce aux ordinateurs quantiques? Alors là, je me tourne directement vers Xavier. Voilà, là c'est spécifique. Alors, de ce que j'en sais, parce que le quantique c'est un peu nouveau, effectivement, la peur et peut-être l'espoir, mais on va dire la peur qui est souvent citée avec le quantique, c'est qu'il va être capable, en théorie, de craquer tous les chiffrements actuels. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on arrive à mettre en place aujourd'hui pour éviter qu'on intercepte des données chiffrées que l'on transite sur le réseau Internet public ou que l'on stocke dans des unités de stockage, le quantique, il serait peut-être capable à un moment de pouvoir craquer tout ça. Donc effectivement, ça va vite. On entend régulièrement que certaines firmes arrivent à aller très loin dans le quantique et ça pourrait remettre en cause tous nos principes de chiffrement aujourd'hui. Donc bon, est-ce que ce sera dans la main de quelques puissants de pouvoir faire ça? Là, je ne peux pas prédire, je ne suis pas Madame Irma, mais effectivement, il y a un risque là-dedans qui est cité. Bon, aujourd'hui, on va dire les cybercriminels n'ont pas accès au quantique, on va espérer ça tout de suite. Et donc tous les outils qui existent aujourd'hui sont, si vous les implémentez bien et que vous vérifiez qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, normalement, vous arrivez à atteindre un niveau de sécurité qui est tout à fait acceptable face à la criminalité professionnalisée, mais classique, on va dire. Courante. Courante, oui, voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle, des personnes qui voudraient réagir à ce qui vient d'être dit? Ou pas? Si, au fond. Alors, le micro va arriver. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. C'est sur la maîtrise des données d'entreprise. Parce que j'ai vu souvent ça dans des missions et autres, c'était comment j'arrive à garder mes documents que produisent mes employés, qu'on peut échanger par mail en interne, mais comment je maîtrise justement cette diffusion vers l'extérieur, parce qu'il y a des solutions type DLP où il y a des boîtes qui vont taguer des documents confidentiels, etc.,
qui est quand même une assez grosse contrainte et qui, pour moi, garantit pas forcément le fait de pouvoir extraire les documents avec des screenshots ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des solutions qui sont sur le marché ou en étude qui permettraient de mieux contrôler ça. Merci. Donc, si je reformule, c'est lorsque l'on a identifié des documents comme confidentiels dans un outil métier, comment être garanti que ce document ne va pas être sorti par le salarié lorsqu'il sera chez lui ou lorsqu'il travaillera sur un outil nomade? Alors, c'est le gros ennemi, hein, c'est le mail, en fait. Donc, c'est l'outil le plus utilisé, mais c'est un ennemi énorme. C'est-à-dire qu'en plus, vous n'avez pas la maîtrise que si vous envoyez un fichier Excel, notamment à l'intérieur d'un mail, celui-ci ne soit pas après retransmis ou capté. Donc, les astuces, c'est d'avoir des outils un peu plus puissants. Donc, on parlait du cloud, ce qu'on appelle de GED, qui permet en fait de stocker vos documents à l'intérieur d'un espace qui, lui, a des accès. Et après, si vous avez besoin de vous les envoyer, vous pouvez faire un mail, mais au lieu de mettre le fichier en pièce jointe, en fait, vous allez dans le mail mettre le lien vers ce fichier. Ce qui fait que quand le mail est transféré ou malheureusement capté ou perdu, de toute façon, la personne en bout de chaîne, quand elle va vouloir cliquer pour avoir accès au contenu de la pièce, et ben, du coup, elle sera obligée de se réauthentifier. Voilà. Donc, il faut surtout bannir le fait de mettre des pièces jointes dans les messages. Après, vous avez aussi des astuces qui fait que vous pouvez protéger même des fichiers Excel par un mot de passe, qui fait que voilà, pareil, quand vous le faites passer d'un collaborateur à l'autre, vous avez un mot de passe à mettre à l'intérieur du fichier pour l'ouvrir. Donc surtout, ça fait partie notamment des sensibilisations des collaborateurs, de les éduquer à ne pas pousser des pièces jointes, à ne pas mettre des données en accès direct dans les messages. C'est aussi très important pour le respect de la planète, hein, avec le fait que les fichiers sont très gros. Si vous mettez des pièces jointes, et du coup, ça fait du volume, forcément volume dit stockage. Et voilà, donc il y a aussi d'autres choses très intéressantes dans le fait d'optimiser ces échanges-là. Donc voilà, attention au mail qui est un ennemi. Après, vous avez aussi des choses, des outils connus qui font qu'au lieu d'avoir la donnée modifiable, ben effectivement, vous travaillez avec du PDF qui est, voilà, même si vous pouvez faire des copies d'écran, vous ne pouvez pas modifier les fichiers. Donc, vous avez des formats qui sont quand même fermés et qui permettent de ne pas les modifier. Et puis, sinon, ce qu'on dit, hein, c'est au niveau de la sensibilisation aussi, peut-être de faire plusieurs messages, c'est-à-dire un avec le lien et le deuxième avec le mot de passe, par exemple, si jamais vous voulez éviter que dans le même message, il y ait à la fois les données et le mode d'accès. Donc ça, c'est une bonne pratique aussi qui est à se mémoriser et à faire dans les sensibilisations des collaborateurs. Voilà quelques astuces qu'on pourrait vous donner au premier abord. Si effectivement, en fait, si je comprends bien, la solution, elle vient de l'éducation, de la sensibilisation du salarié et en lui fournissant le bon outil. Le dirigeant, le manager aura du mal à avoir un outil qui va pouvoir lui-même imposer à toute étape de l'envoi ou de la transmission ou de l'usage du document. Ça rentrerait dans un autre cadre, peut-être de surveillance ou de cybersurveillance, au manager à trouver le bon outil qui sera utilisé facilement, systématiquement, de façon intelligente et comprise, si je résume un petit peu tous nos échanges. Et ça, c'est le plus délicat et le plus complexe. J'ai une autre question qui vient d'arriver d'Internet qui pourrait compléter cet échange. Un Black Hat a récemment utilisé la clé Wi-Fi d'un collaborateur, mal sécurisée malheureusement. Si ce dernier l'utilise pour des actions malveillantes, attaque est-ce que le collaborateur et l'entreprise encourent des sanctions aussi? Et c'est là où je vais faire le lien avec la question précédente, parce que quelle est la responsabilité finalement du salarié et de l'entreprise s'il y a une mauvaise utilisation des outils ou s'il y a un document qui sort de l'entreprise alors même qu'il avait été identifié confidentiel. Là, on a sur ce cas-là et votre question la responsabilité directe du salarié qui est en train effectivement de commettre un acte qui a été en tout cas identifié par l'employeur comme illégal. C'est-à-dire que c'est confidentiel, ça appartient à l'entreprise et il va faire sortir un document de manière illégale par rapport à cette règle-là interne, et donc sa responsabilité peut être encourue. Concernant la mauvaise utilisation d'une clé Wi-Fi qui pourrait être attaquée, est-ce que
quelqu'un, parce que moi je peux donner des réponses, mais quelqu'un autour de la table veut réagir sur le système de responsabilité, ou peut-être je vais commencer à introduire le propos. Lorsque une personne se fait attaquer ou que l'on détourne son matériel informatique, qui est un matériel professionnel, et que ce matériel va être utilisé à des fins criminelles, effectivement, les personnes qui ont malgré elles concouru à cela pourraient voir leur responsabilité engagée à titre de complice par fourniture de moyens. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, il existe aussi dans le RGPD des moyens de s'exonérer de cette responsabilité, comme vous avez les moyens de vous exonérer d'une responsabilité si on vous a volé une arme ou un outil. C'est d'abord de le déclarer. Vous avez des notifications à la CNIL qui sont faites pour ça. Parce que si on vous vole une clé Wi-Fi, ça veut dire que derrière, on peut vous corrompre des données personnelles. Et donc, une violation de données personnelles, même si elle est potentielle, si elle a pour finalité une envergure de données personnelles qui pourraient être corrompues, il faut à tout prix le notifier aux personnes qui pourraient être concernées, etc., etc. Donc là aussi, on voit qu'il y a des mécanismes de conformité qui peuvent nous aider à nous exonérer de notre responsabilité. Et à partir du moment où on peut effectivement démontrer qu'on a mis en place tous les pare-feux possibles pour empêcher une attaque par ce type de détournement, la responsabilité pourrait être exonérée non seulement du salarié, mais aussi de la société qui encadre le salarié. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter mon propos. Je pourrais ajouter un aspect un peu technique, effectivement. Alors c'est plus pour les moyennes et grandes entreprises que ça se passe, mais dans la cybersécurité aujourd'hui, on essaye de plus en plus d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur son réseau, puisque les attaques sont de plus en plus sophistiquées, les points d'entrée sont de plus en plus intelligemment trouvés par les cybercriminels, et donc il y a tout un panel d'outils aujourd'hui qui vont générer de la visibilité, de la connaissance, des sondes, qui vont pouvoir après constituer des bases de connaissances sur ce qui se passe sur ces réseaux. Et typiquement, alors lorsqu'on arrive à tout surveiller, c'est un petit peu Big Brother, je sais bien, mais c'est un peu ça la cybersécurité aussi. Quand on arrive à tout surveiller, on peut arriver à remonter le fil d'un événement, d'un incident de sécurité qui a pu arriver dans l'entreprise. Ça permet alors peut-être de dédouaner aussi le salarié en disant oui, effectivement, on a vu que d'un seul coup, ta clé USB, ta clé Wi-Fi, elle s'est pas connectée depuis ton domicile, elle s'est connectée ailleurs. Donc ça prouve bien que c'était pas toi. Et surtout, on peut aussi comprendre ce qui s'est passé pour boucher le trou et éviter que ça se reproduise à l'avenir. Donc ça participe à amener des preuves lorsqu'on va avoir une enquête de la CNIL ou lorsqu'on va solliciter la CNIL, de pouvoir leur apporter toutes ces informations-là. Donc de plus en plus, les entreprises cherchent à avoir ces bases de connaissances, les logs, alors les logs plus les événements de sécurité, pour ensuite pouvoir avoir tout le fil de ce qui peut se passer. Et pour les meilleures d'entre elles qui arrivent à gérer ces outils-là, d'anticiper même, de prévenir que quelqu'un est en train d'essayer peut-être de pénétrer à l'intérieur de l'entreprise de manière discrètement, mais on arrive à le détecter avant qu'il passe à l'acte et qu'il vous siphonne une base de données ou qu'il vous paralyse l'ensemble de votre réseau. Ouais. Merci pour ce complément d'information. Je crois qu'on est arrivé à la fin de notre heure de table ronde. Ce fut des échanges très riches. S'il y a une dernière question peut-être dans la salle ou pas du tout, je ne vois pas avec les contre-jours. Est-ce que vous auriez le mot de la fin? Alors, chacun un mot de la fin. Responsabilisation. Je pense que responsabilisation des entreprises et des salariés, voilà, sur la cybersécurité, sur plein de sujets. Voilà. Amélie. Moi, je dirais profiter de ce boom et rester vigilant. Voilà. Xavier. Alors, sans insister sur la partie technique qui est évidemment indispensable, je dirais faire confiance aux collaborateurs, évidemment le sensibiliser pour qu'il utilise bien ses outils et qu'il ne soit pas tenté de faire des choses pas très respectables. Voilà. Alors, merci pour l'ensemble de cet échange et merci pour votre attention. À bientôt, je l'espère. Merci.